Merci beaucoup, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je suis ravi d'être là et ravi de voir autant de monde. Super salle, super événement, donc bravo. Donc oui, je viens vous parler de design génératif. Donc en gros, est-ce que les algorithmes et les intelligences artificielles vont travailler à notre place? C'est un peu l'idée. C'est un peu la question qu'on se pose tous, bien évidemment. Maintenant, il faut se remettre un petit peu dans le contexte et revenir un peu dans le passé, parce que c'est pas très récent le fait qu'avec des algorithmes, on puisse générer de l'art et faire du design avec. Là, je vous prends un exemple que j'aime beaucoup, qui est une artiste autrichienne qui s'appelle Lia et qui fait avec des algorithmes des images comme celle-ci. Donc vous voyez qu'on peut faire quelque chose de très, très organique, qui ressemble un petit peu à une plante ou un truc qu'on pourrait imaginer au fond des océans, mais c'est assez incroyable. C'est vraiment un travail incroyable, et c'est tout ça avec que des algorithmes. Donc on ne sait pas quelqu'un qui va dessiner, c'est vraiment fait avec des algorithmes. Pareil, ça c'est travailler avec du code. Donc on génère une image, c'est de l'image générée avec du code. Et c'est une artiste qui a commencé, qui a été précurseur dans les années 1995, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose d'impressionnant. Encore un autre truc, alors voilà, ça ressemble presque à une plante aquatique. C'est assez incroyable. Et j'ai vraiment un très très beau travail. Il y a d'autres types, après d'autres styles, hein, évidemment, avec du code. Là, c'est un autre artiste qui s'appelle Natsuke et qui travaille chez Adobe, justement, en tant qu'artiste, et qui arrive avec des algorithmes à faire ce genre de choses. Donc, il a beaucoup travaillé à l'époque sur Flash et en ActionScript. Et il a fait des choses comme ça. Donc là, on a presque des effets de 3D. C'est assez incroyable. Là, on a un truc un petit peu espagnol. On retrouve des effets assez hallucinants. Donc on peut faire des choses, et ça fait pas mal d'années déjà qu'avec des algorithmes on fait ce genre de choses. Puis il y a d'autres artistes encore plus connus dans le design, comme John Maeda, qui est au MIT de Boston, et qui aussi travaille sur de la génération comme ça. Alors là on est plus sur du géométrique, mais ça revient à peu près au même. On a des effets assez incroyables, avec même des effets de fleurs, vous voyez, donc voilà. Donc c'est vraiment pas d'aujourd'hui que ça date, ce genre de choses. On travaille avec du code et on génère de l'art, on génère du design avec du code depuis pas mal d'années. Là, c'est un artiste français qui s'appelle Antoine Schmitt, et ce qui est intéressant ici, c'est que on voit l'image générée, mais on voit à gauche ici les paramètres. Voilà. Donc on voit comment c'est fait. On voit qu'en effet, on va définir un certain nombre de paramètres, de force, de positionnement, etc., pour arriver à des résultats qui vont être plus ou moins intéressants en fonction de ce qu'on fait. Donc ça, c'est assez magique, et tout ça est généré avec du code. Alors, bien évidemment, l'idée, c'est aussi de parler de l'intelligence artificielle, et puis il y a eu la grande révolution de l'intelligence artificielle avec Yann LeCun, qui est un Breton, qui aujourd'hui est directeur de la recherche en IA chez Facebook. Et donc c'est lui qui, il y a plusieurs années, alors je ne sais plus exactement quand, a explosé le concours annuel de reconnaissance de caractères, en gros, en proposant justement avec son modèle de ce qu'ils appellent le Convolutional Neural Network. Bon, en gros, c'est ce qu'on appelle le deep learning ou je ne sais plus comment on dit ça, mais bon, bref, c'est plusieurs réseaux de neurones qui sont empilés les uns les autres avec plusieurs couches et qui arrivent à reconnaître ce genre de choses. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, les CAPTCHA ou les choses comme ça qu'on doit remplir ou répondre à certaines questions sur des photos, sur des mots de passe de certains sites internet, en général, c'est de la data qui alimente les intelligences artificielles pour savoir si elles ont bon ou si elles n'ont pas bon. Donc on fait ces tests-là sur des humains aussi. Donc cette révolution-là, elle a apporté pas mal de choses. Et notamment, dans un premier domaine aussi, qui est la musique, bizarrement. Mais dans la musique, il y a déjà des premiers gros travaux en termes d'intelligence artificielle. Et ici, je vais augmenter un peu le volume. Alors ça, c'est des Français aussi qui travaillent chez Sony à Paris. Donc leur site, c'est flowmachine.com, et en gros, c'est une IA qui est capable de reproduire un style. Donc là, c'est du Chopin. Voilà. Donc ça n'a pas été écrit par Chopin, mais c'est une intelligence artificielle qui va reproduire le style de Chopin. Donc et ça existe déjà. Alors un autre style, là, je vous laisse deviner ce que c'est.
pareil, c'est inspiré, hein, mais faut deviner. Les Beatles, bravo. Exactement. Exactement. Donc pareil, inspiré par les Beatles, l'intelligence artificielle a écouté tous les albums des Beatles, j'imagine, et elle s'en est inspirée pour reproduire un truc inédit, autre chose. Donc peut-être que dans quelques années, on aura de nouveaux albums de Michael Jackson, si c'est pas déjà le cas, je crois. Je sais pas exactement. Est-ce qu'il est vraiment mort? Bref. Autre artiste, Antoine Schmitt, encore une fois, mais en live, ce coup-ci. Alors là, c'est encore plus intéressant, c'est-à-dire que c'est du génératif, mais on va le faire en live. Donc on a du matos, et puis on va faire ça en scène, sur scène avec du show. Antoine Schmitt avec un artiste qui s'appelle Franck Vigroux. Alors c'est beaucoup plus expérimental. Hein. On est là, faut prendre un peu de substance pour pouvoir comprendre ça, mais voilà, c'est intéressant. Donc les mecs, là, on les voit un peu, on voit leurs ombres, ils sont sur scène comme ça. Et donc il y a du son et de la lumière, et ils font le show. Voilà, je vous passe. Et puis pour les trucs un peu plus récents, il y a une start-up luxembourgeoise qui du coup se propose carrément de vous faire votre musique de film sur mesure avec une intelligence artificielle. Donc c'est une société qui s'appelle Aiva.ai, et donc le fondateur, c'est lui là. Et ça, vous le trouvez sur YouTube, hein, vous avez la source là. Il y en a plein, il publie tous les sons qu'ils arrivent à faire. Vous le sentez là? Résolution sur accord de septième, on est bien. Pour ceux qui connaissent l'harmonie. Ça fait un peu hispanique du coup. Et c'est la fête de la musique ce soir, donc c'est aussi pour ça que je vous propose ce genre de choses. Donc voilà. Après, si on va sur d'autres plans que la musique, design d'objets, design industriel aussi, et ça, ce sont des pièces à gauche qui ont été faites par les humains, puis en fait, là à droite, c'est des pièces qui ont été faites par une IA. Bizarrement. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'on ne dirait pas, on dirait plutôt que c'est fait par un artiste, mais en fait non, c'est fait par une IA, pour une raison simple, c'est que ça optimise l'espace et le poids surtout de l'objet. Donc ça, on va retrouver ce genre de choses. Ça, par exemple, c'est on croirait ça directement sorti de Giger, celui qui a fait Alien, mais en fait non, c'est un moteur de voiture, c'est un châssis de moteur de voiture. Voilà. Donc ça, c'est fait avec les outils Autodesk. Et en fait, l'idée, c'est les contraintes que le designer va donner en termes de matière et en termes de poids. Il faut que le poids soit spécifique. Donc en fait, l'intelligence artificielle va optimiser l'objet pour qu'il fasse le poids qu'on lui a demandé. Donc c'est intéressant parce que ça donne des formes assez passionnantes. Et ça, c'est sur la chaise, qui est dans le design d'objet, le truc qui est vraiment emblématique. Et voilà toutes les propositions que l'intelligence artificielle peut faire. Donc en fait, elle va décliner pas mal de solutions, puis après c'est au designer de choisir la chaise qui va lui plaire. Alors, il y a sûrement des propositions qui vont pas forcément fonctionner, c'est assez drôle quand on regarde, mais à minima, ça c'est des propositions que l'IA va nous faire. Et puis, il y a d'autres choses, comme là, ici, c'est un châssis de drone, et c'est pareil, c'est un petit gif animé qui montre toutes les propositions que peut nous faire l'intelligence artificielle. Donc c'est assez marrant parce qu'on pourrait croire que c'est pas encore présent sur le marché, mais en fait si. Et alors chez Adobe, nous, une des premières fonctions d'intelligence artificielle qu'on a embarquée dans un logiciel, c'est sur Photoshop du coup. Alors je ne sais pas si c'est exactement la première, mais c'est la plus emblématique. Parce que bon, à peu près tout le monde connaît le détourage, comment détourer un sujet. Donc il y a plusieurs techniques. On va soit sélectionner la personne, on va avoir ses contours, puis on va essayer après d'avoir ça, donc le rouge c'est la partie qu'on va exclure, ou alors on va prendre la partie à exclure pour essayer de récupérer le sujet. Voilà. Il y a plein de techniques. Là c'est la technique avec le stylo, pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir un truc très précis. Puis il y a la technique avec le lasso magnétique, etc. Voilà, toutes les techniques possibles et imaginables.
en fonction de ses préférences, de ses affinités, de là d'où on vient, etc. Et donc, une des premières qu'on a embarquées il y a plusieurs années, c'est le fameux bouton « Sélectionner le sujet » qui, en analysant l'image, est capable du coup de faire une proposition de sélection de sujet. Donc, il ne l'impose pas, mais il propose. Il dit « Voilà en gros ce que j'ai identifié comme personne, comme sujet, et ça marche plus ou moins bien. Ça marche même avec des chiens. » Normalement, si je me souviens bien. Ouais, c'est bon, les chiens, ils passent. Alors ça peut passer même avec des trucs avec des poils. Alors dès qu'il y a des poils, c'est compliqué, hein, c'est un peu plus difficile. Mais on est après sur, on raffine un petit peu au niveau justement des contours. Et il y a des outils après plus manuels pour aller finir le travail, évidemment. Voilà. Donc ça c'est les premiers trucs. Et puis, en fait, ça marche bien et c'est surtout très très important de communiquer aussi sur ce qu'on fait avec de l'intelligence artificielle. Donc maintenant, ça fait même partie des communications officielles. Je vais vous la passer, c'est une petite vidéo du coup qui montre un peu tous les cas d'usage et dans quel type de produit on va pouvoir insérer un petit peu d'intelligence artificielle. Donc ça va de la data et de l'analytique à pas mal de choses en création. Voilà, data, retouche d'image. Là, sur la vidéo aussi, pour retirer des sujets. Sur la 3D, pour faire matcher les reflets, etc. Appliquer des styles sur des photos. Sur les réglages aussi en photographie. Et sur la recherche d'images par similitude. C'est hyper important aussi et ça marche très très bien. Sur le positionnement des objets aussi, pour retrouver des images similaires. Et puis sur de la R et tout ce qui est 3D. Et puis voilà. Donc ça en gros c'est comment les Américains font un peu leur pub sur les IA et comment ils les implémentent sur les outils. Et puis il y avait eu une super vision démo à l'époque, mais ça commence à devenir un peu plus concret sur justement comment l'utiliser dans des outils comme Photoshop pour aller chercher justement des sujets et pouvoir aller décliner, parce qu'en fait c'est ça la problématique, ça va toujours être décliner, les déclinaisons, tout ce qui est chiant à faire, tout ce qui est long et très chronophage, et là, le focus va vraiment être fait là-dessus, donc typiquement pour aller chercher dans un rush photo toutes les possibilités, notamment aller chercher des profils différents en termes de visage, et de pouvoir le faire en réel, parce qu'en fait on sait comment ça marche, hein, faut tester directement en live, et donc c'est toujours intéressant de pouvoir tester ce genre de choses directement et en fonction du rush photo, d'aller chercher la bonne matière première dont on a besoin pour la partie créative. Et puis, il y avait cette vision aussi de l'historique, puisque maintenant on a l'habitude, dans tous les outils, on travaille en mode non destructif. À l'époque, c'était pas le cas, ou quand on travaille en traditionnel sur du papier, c'est pas le cas. Et du coup, d'avoir une historique avec un graphe créatif, ce qu'on appelle, donc cette vision était intéressante, pour pouvoir revenir dans le passé à certains moments où j'ai peut-être envie de changer justement quelque chose sur une composition que j'ai déjà faite. Donc là, typiquement, aller chercher justement autre chose. Et on voit qu'il y a vraiment une partie sémantique sur l'analyse de l'image. On a reconnu que c'était un visage, on a reconnu qu'il était de gauche, enfin à gauche ou à droite. Et quand on change en direct dans la composition, on a vraiment le rush photo avec le détourage qui se fait automatiquement. Donc ça c'est pareil, c'est des choses super intéressantes. Et on peut revenir même jusqu'à la partie sketching en version papier, avec l'analyse justement de l'image. Donc c'est à l'origine même, j'ai scanné mon truc ou je l'ai photographié, je le propose et je vais peut-être aller changer justement le sujet et aller plutôt passer avec un homme plutôt qu'une femme pour avoir une déclinaison en termes d'affiches. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment pour se projeter et se dire comment ça peut faire. Ça n'existe pas aujourd'hui. Ça n'existe pas. Par contre, techniquement parlant, ça fonctionne et c'est des choses qui ne devraient pas tarder à arriver. Dans tous les métiers. Après, il y a tout ce qui est processing, que vous connaissez peut-être pour ceux qui justement codent un petit peu et qui font du design génératif, en tout cas de la créa. Et puis, il y a d'autres choses comme les frameworks de Google, TensorFlow, qui sert à faire de l'intelligence artificielle. Et il y a en fait un framework dédié pour faire de la musique et de l'art. Donc, il est fort probable qu'à un moment donné, vous ayez aussi un framework dédié à l'UX design. Allez savoir.
Et puis, il y a d'autres choses comme les promesses de bah, moi, bonjour, je suis une IA web designer. Je vous fais votre site web et je suis une IA. Alors là, on commence un petit peu à flipper. On se dit, waouh, ah ouais, quand même. Alors, je ne sais pas si ça a bien fonctionné, mais en tout cas, il y avait cette promesse-là. Et puis ça, on l'a vu, cette vidéo tous sur YouTube. C'est la vidéo d'Airbnb où, en fait, on propose des sketchs. C'est du wireframe directement vers les composants web, où on a l'appli web avec le design system qui va bien, les composants. Alors, je ne sais pas si c'est du React ou du machin, mais en tout cas, on a la page web qui va changer en fonction du sketch qu'on va lui donner, rien qu'en reconnaissant les images. Donc là, vous voyez aussi le potentiel dans quelques années et aussi pourquoi on travaille sur des design systems. C'est qu'en gros, l'objectif, ça va être d'automatiser ça un maximum. Donc ça peut être effrayant quand même. Ça peut être assez effrayant parce que bah, on se fait prendre notre job. Hein. On finit comme c'est des tortues de Amazon, ça, celles qui portent les cagettes, vous savez. Bah, en gros, ouais, c'est un peu ça le risque. C'est clairement ça. On n'a plus de boulot. Et puis, bah, du coup, on ne sait plus faire grand-chose. Évidemment. Donc on finit comme dans Wall-E, sur nos fauteuils, à regarder la télé toute la journée. Et puis on a les membres qui s'atrophient, et ben, vous connaissez la suite. Et puis bah, même les IA, elles se rebellent. Elles se rebellent les IA parce qu'elles sont intelligentes, c'est le principe. Et puis bah, nous, on finit en pile Duracell. Voilà. On connaît tous le scénario. On connaît tout ça, c'est dans Matrix. On connaît tous le scénario. Alors, bien évidemment, c'est plus subtil que ça. Hein. Et il y a un truc quand même, c'est qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles, elles en sont à ce stade-là. Voilà. Donc là, alors c'est toujours important de mettre un chaton dans une presse. Et donc là, c'est un peu le stade des IA. Par contre, elles se nourrissent beaucoup. Hein, elles se nourrissent de data. Or, on a vu hein, que la data, c'était super important. Et pourquoi c'est super important? Pourquoi c'est aussi valorisé? Parce que ça nourrit les intelligences artificielles. Donc c'est un peu l'idée, quoi. Donc il y a de quoi se méfier parce que ça peut devenir quand même un tigre à terme. Mais voilà, après, la réalité aujourd'hui, c'est ce qu'on peut trouver avec cette designer, elle est architecte, Neri Oxman au MIT Media Lab aussi, qui travaille sur des choses assez intéressantes, c'est-à-dire qu'elle va mixer, c'est plutôt la collaboration entre l'intelligence artificielle, entre la biologie, la programmation génétique, et l'enjeu, c'est de pouvoir créer, concevoir et générer des choses. C'est-à-dire qu'on va faire pousser des objets, on va faire pousser des choses avec des produits biologiques qui ont été modifiés génétiquement. Alors nous, ça nous fait peur en tant qu'Européens parce que c'est interdit la modification génétique, mais on peut dire que c'est assez intéressant parce qu'on va se retrouver surtout sur des vêtements ou sur des objets. Ici, c'est un espèce de fauteuil, mais qui sont faits en monocouches. C'est-à-dire que c'est pas comme dans l'industrie où on empile les couches. On est sur des couches uniques qui ont poussé. Donc on est sur quand même des matières qui sont recyclables, qui sont totalement biologiques, etc. Et ça devient vraiment intéressant. Et notamment, ils ont fait un essai ici en termes de structure et d'architecture avec des verres à soie. Donc là, c'est en gros, ils ont analysé comment les verres à soie fonctionnaient. Alors ceux qui ont peur, c'est pas très dangereux, hein, ça va. Ils analysent voilà comment le verre à soie fait le cocon avec la soie. Grosse analyse. Et puis après, ils vont créer une structure dans les softs. La structure est générée justement par une IA. C'est là où on voit la collaboration avec l'IA. Et puis ensuite, on va générer cette structure, la fabriquer, l'imprimer en 3D. Puis après, on va mettre les petits verres à soie dessus pour qu'ils puissent tisser la soie. Et la soie ayant des propriétés qui sont extrêmement résistantes, etc. Donc du coup, ça donne des structures. C'est des essais, évidemment. Hein. On n'est pas sur un igloo qu'on peut mettre dans l'Arctique. Mais voilà, ça ouvre des voies, ça ouvre des perspectives en travaillant avec des nouvelles matières, avec des matières plus naturelles et en faisant collaborer tous ces gens-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a ce livre-là aussi qui est vraiment... que je vous conseille, d'Antonio Damasio, qui est un neuroscientifique de l'Université de Californie, qui est un Portugais qui a émigré aux États-Unis, et qui travaille vraiment sur un domaine bien spécifique qui sont les émotions et les sentiments. Et ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est que justement, il travaille vraiment sur la notion d'intelligence artificielle et est-ce que l'IA est capable d'avoir une conscience, etc. Et alors, il y a une petite interview sur France Culture que je peux vous à ce moment, par exemple, vous il y aurez a entendu sa voix. Un grand problème avec l'intelligence artificielle et les robots, c'est le problème de concevoir l'esprit
humain comme un programme d'ordinateur. Et la science a beaucoup évolué avec cette idée, mais à la fin, au moment, nous savons très bien que le cerveau seul n'est pas capable de faire l'esprit humain. Le cerveau le fait avec une coopération avec le corps, avec une coopération avec tout le reste de l'organisme qui n'est pas neuronal. Et c'est très important. Et les sentiments nous donnent l'image directe et la preuve directe que c'est ça, parce que ce n'est pas possible dans l'intelligence artificielle de faire une duplication de ce qui sont les sentiments. C'est possible de faire une simulation, mais il n'est pas possible de dupliquer l'esprit, il n'est pas possible de dupliquer les sentiments par une raison très simple, parce qu'il n'y a pas de vie dans ces organismes-là qui sont faits artificiellement. Il n'y a pas ces organismes ne sont pas vulnérables, il n'y a pas de douleur ou plaisir, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de possibilité de mourir. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de possibilité de mourir. Voilà. Donc, en gros, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les émotions et les sentiments, c'est ce qui nous caractérise, et c'est ce qui n'est pas disponible, ou en tout cas à l'intérieur des intelligences artificielles pour l'instant. Il y a d'ailleurs le LICA Europe qui se trouve du côté d'Aix-en-Provence, qui a travaillé là-dessus et qui travaille plus sur la... Ils partent du postulat qu'en gros, les IA, elles savent faire une tâche bien. Par contre, collaborer, c'est déjà compliqué. Et faire beaucoup de choses, avoir une conscience du contexte, c'est pas le cas. Elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes du tout, par les limitations qu'on connaît là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que en fait, la première chose, c'est d'arriver à collaborer ensemble. Et parce que, en tant qu'être humain, c'est nous qui avons justement ces émotions-là, ces sentiments, et on le voit à travers l'art. Ici, je vous mets du Jérôme Bosch, mais en gros, une IA serait incapable de faire un tableau comme celui-ci. Je peux vous en passer d'autres, comme celui-ci que vous connaissez de Munch, le Cri, ou du Dali, enfin du Picasso, ou du Dali, justement. Ce genre de choses, aujourd'hui, on est très loin, très très loin à ce que des IA soient capables de faire ce genre de choses, parce que justement, à l'intérieur de ces travaux-là, c'est l'émotion, c'est le sentiment qui va compter et qui va faire l'œuvre. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais en tout cas, aujourd'hui, on prône encore, on est encore les meilleurs sur les sujets, sur ces sujets-là de la collaboration, de l'échange, de l'interaction et de l'émotion. Et il n'est pas encore question que les IA nous remplacent sur ce sujet-là. Et du coup, la petite leçon, c'est que en tant que UX designer, vous avez, et on a tous, une certaine responsabilité de travailler avec des artistes, travailler avec des directeurs artistiques, qui apportent justement cette diversité, cette non-homogénéité, parce qu'il faut un petit peu d'homogénéisation, hein, on l'a vu, le design system, etc., c'est bien, on fait de la brand consistency, on fait de la cohérence fonctionnelle aussi, mais on a besoin de donner du caractère aux choses. Le web et le mobile n'ont jamais été aussi peu créatifs, tout se ressemble, on est sur du flat design d'un côté et du material design de l'autre, et en gros... En termes de créativité, on est quand même à un niveau qui est assez bas. Donc la leçon de tout ça, c'est vraiment de travailler avec des artistes. Moi, c'est les meilleurs projets que j'ai fait dans ma vie. C'est quand j'ai bossé avec des photographes, avec des illustrateurs, qui m'ont permis de travailler sur la bonne représentation visuelle ou audio ou autre du modèle conceptuel sur lequel on travaillait. Et donc, les faire travailler sur les projets, c'est un peu notre responsabilité parce qu'il faut être clair, dans les entreprises, les artistes, les managers ne sont pas vraiment d'accord pour les avoir dans les équipes. Ils ont un petit peu la trouille. Hein. Ils disent, ouais, non, mais ils sont bizarres, ils sont avec des coiffures cheloues, ils s'habillent bizarrement, ils ne mettent pas de cravate et tout, c'est compliqué, quoi. Donc, du coup, les managers, non, vote pas. Donc, ça fait partie de notre rôle justement d'embarquer sur les projets les artistes de manière à ce que les projets justement aient du caractère et de la personnalité. Et puis c'était ce que je voulais vous dire, donc je vous remercie de votre attention et j'espère que... Donc il n'y avait pas de méthodologie, il n'y avait pas trop d'UX, mais j'avais prévenu, c'était pour essayer d'élargir un petit peu puis d'être dans quelque chose de plus inspirationnel. Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Johan. On a enfin du temps, donc on va pouvoir enfin poser des questions et prendre notre temps pour y répondre. Il n'y a pas les trucs à acheter là, avec les cubes ?
Non, mais tu veux qu'on t'en jette? Oui, allô, non, oui, ça marche. Bonjour, je suis là. Bonjour, où ça? Je me lève, Ici, voilà. ici. Bonjour. Merci, super intéressant et drôle en plus, donc super. Merci. Le petit extrait là de Photoshop avec l'historique sous forme d'arbre. Ça n'existe pas encore. C'est du concept, c'est ça? C'est du concept, mais c'est du c'est- concept technique qui fonctionne. Parce que ça me fait très très envie, donc il n'y a pas de date de sortie pour l'instant. Non, malheureusement, je suis désolé. Ok. Est-ce qu'il y a au moins sur tout ce qui est Sensei, un endroit où on peut voir justement les choses en développement, voire faire des suggestions à notre tour? Alors, sur Sensei... Sur XD par exemple, c'est le cas. Il y a Oui, c'est une le cas. super page, donc je le dis. Pour XD, on peut donner des recommandations et voir ce qui est en développement, mais sur Sensei. Alors, Sensei, il y a une page dédiée qui montre en fait toutes les fonctions qui sont liées à Sensei. Parce on dit IA, mais en fait, c'est une manière de personnifier, de donner un visage, et on donne un nom. Chez nous, chez Adobe, c'est Adobe Sensei. Ça veut dire maître en japonais. Mais en vrai, la réalité, c'est que c'est plusieurs algorithmes, plusieurs frameworks, plusieurs ingénieurs qui travaillent sur différentes choses et qu'on met en commun, qu'on market ensemble et on lui donne un beau visage. En vrai, c'est plusieurs choses qui sont à divers endroits des plateformes. Donc, tu peux en effet aller voir ce qu'il y a. Sur la page, alors tu tapes dans Google justement Adobe Sensei, tu vas tomber sur la page officielle de Sensei avec toutes les fonctions, donc par logiciel, parce que sur la partie marketing aussi, tu trouves justement sur les data, etc. Il y a pas mal de choses, détection d'anomalies sur l'analytique, c'est des choses qui sont intéressantes pour l'UX design par exemple. C'est des choses qui fonctionnent plus ou moins bien, mais qui petit à petit s'améliorent dans le temps et sur lesquelles il y a des choses vraiment intéressantes. Par contre, j'ai pas vu de plateforme de feedback comme sur Adobe XD. Il n'y a pas de user voice, en tout cas pas à ma connaissance, mais je vais quand même demander parce qu'en effet, ce serait intéressant d'avoir des feedbacks des utilisateurs sur les. C'est plus un truc de techos en vrai. Hein. Nous, les ingénieurs, il y a quelques années, du coup, ils ont dit bon bah, vous allez aller faire une formation en IA et en fait, même les mecs chez nous à Paris qui bossaient sur d'autres choses, on leur a dit tu vas aller te former en IA. Et ils sont allés faire de l'algorithme de convolutional network là. Alors il y en a qui sont revenus ravis, d'autres qui étaient c'est chiant parce qu'en fait tu bouffes beaucoup de données, tu fais de la manipulation de données que tu donnes à manger à un algo qui le modèle tu vas le faire évoluer, puis après tu peux soit l'embarquer, soit le mettre sur un serveur, en gros. Mais ça marche bien parce que pour faire une tâche bien précise, c'est hyper efficace. Mais par contre, ça n'a pas il n'y a pas de compréhension du contexte, de choses comme ça. Enfin, c'est pas une conscience globale qui est capable de comprendre les choses à ce point-là. Détection d'objets, c'est déjà en place, absolument, ouais, tout à fait. Avec aussi, les dernières choses qu'on a envoyées, c'est sur Premiere et After Effects, le fait de pouvoir retirer des sujets d'une vidéo. D'autres questions? Là-bas, il y en a ici. Alors, j'ai plus une question par rapport à l'art et l'IA, parce qu'au début, tu as indiqué que donc, les artistes utilisaient plus l'IA pour faire leurs tableaux, leur production. Quand on est artiste, on essaye de conceptualiser, souvent d'essayer de faire passer une émotion. Et plus tard, tu as indiqué dans la production des pièces en métal que c'était l'IA qui, elle, était l'artiste. Et on en est revenu après au professeur dont j'ai mangé le nom, Antonio Damasio, ouais. Voilà, qui donc indique que les IA n'ont pas vraiment d'émotion du coup. Donc la question c'est, à un moment, est-ce que c'est juste un outil, l'IA? Est-ce qu'elle est créatrice elle-même? Est-ce que c'est le développeur du code de l'IA qui à ce moment-là est l'artiste? Bonne question. Bonne question. Alors sur la partie design industriel et sur les objets, on va pas dire que l'IA est créatrice. L'IA va trouver la forme qui correspond à la fonction. Donc là, on est plus sur du design, mais en tout cas sur des propositions de forme. Donc c'est pas elle qui, in fine, va choisir et identifier quelle est la bonne forme. Elle n'est pas créatrice. Hein, la capacité à créer avec une intention, c'est ce que justement dit Damasio, c'est que pour pouvoir avoir une intention créative, il faut avoir des sentiments et avoir des émotions. Donc c'est la condition sine qua non pour pouvoir avoir cette intention créative. Donc par contre, décliner en fonction de certains paramètres qui sont le poids, la forme, les contraintes, et dire bon bah voilà en gros tout ce qu'on peut générer, ça il n'y a pas de souci. Mais derrière, en effet, c'est des algorithmes qui sont codés par des humains. L'IA, tout ce qu'elle fait, c'est
calculer toutes les possibilités et les décliner, en fait. C'est un peu ça ce qu'elle fait. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Par contre, je ne sais pas où, j'arrive pas à te situer. Est-ce que tu peux lever la main? Ah, là-bas, merci. Parce que du coup, si je regarde par là et que je te réponds, c'est pas pratique. Est-ce que ça répond à ta question, du coup? Pas tout à fait. Alors, on va essayer d'affiner, peut-être. Parce qu'on a le temps, hein, j'ai été super rapide, c'est exprès. Okay. Si on affine un peu plus, quand on est artiste, donc qu'on conceptualise, qu'on essaye de faire passer une émotion, c'est clair qu'un tableau fait passer une émotion à tous. Mais quand l'IA crée d'elle-même différents tableaux à partir du code d'un développeur, on a quand même un sentiment qui peut passer. Bien sûr. Mais alors, c'est toute la notion entre créer et dupliquer. Dupliquer, ça, on sait faire, c'est industrialisé, quoi. C'est comme les design systems. Il n'y a rien de plus chiant à faire qu'un design system, en vrai, parce que on décline et on duplique. Donc voilà. Ça, c'est pas vraiment de la création. On va industrialiser et on va copier un style existant, puis on va le décliner et en faire des copies. En revanche, la création, c'est autre chose. Créer un original, créer quelque chose qui n'existait pas avant, c'est pas une faculté que les IA savent faire, en effet. Partir de rien du tout. En fait, c'est pour ça qu'elles ont besoin de data, c'est pour pouvoir apprendre, capter justement toutes les techniques. En musique, c'est pareil. Il y a l'harmonie avec des règles d'harmonie, c'est ça qu'elles ont digéré, en gros. Elles ont digéré aussi d'autres morceaux et elles sont capables de dupliquer du Mozart, du Chopin et des Beatles. Par contre, elles sont incapables de faire une interprétation avec de l'émotion, comme notre cher percussionniste nous a fait tout à l'heure. Ça, elles ne savent pas le faire. Voilà, c'est des choses que non, c'est pas possible. Donc c'est bien, ça veut dire que les développeurs pourront devenir artistes. J'espère. Hein, quelque part, c'est des artistes, les développeurs. Ouais, ils créent des codes originaux, clairement. D'autres questions là? Oui. Bonjour. Bonjour. Bon. Tout à l'heure, on a eu une super conférence sur les data et l'UX. On nous a montré qu'il y avait beaucoup de données. Et j'aimerais avoir votre avis si, à l'avenir, on passerait sur soit une standardisation, une optimisation des visuels que l'on va voir afin que un maximum de gens soient satisfaits et contents de ce qu'ils voient. Ouais. Ou est-ce qu'on partirait plutôt sur une hyper-personnalisation en fonction de chaque personne? Alors, j'ai envie de dire un peu des deux. Pour l'hyper-personnalisation, parce que ça fait partie des objectifs que quasiment toutes les entreprises se sont fixés. Mais ce qui n'est pas inintéressant, mais voilà, ça fait partie. Le grand enjeu du marketing, c'est de faire du ciblage avec de la grande personnalisation, en effet. Donc là, chez Adobe, alors moi, c'est pas côté créatif, mais côté marketing, ils travaillent à fond là-dessus. En effet, ça fait partie des enjeux. Et l'autre approche, qui est de l'homogénéisation, en gros, hein, c'est ça dont tu parles, que moi je déplore du coup, évidemment. On y va tout droit, oui. On y va tout droit. Après, il y a une prise de conscience aussi de cette homogénéisation et quelque part, à un moment donné, on a envie d'avoir des choses plus originales, des choses avec plus de personnalité, etc. Après, là, il y a beaucoup de choses dans le numérique qui viennent de la Californie et là-bas, il faut être clair, hein, les Américains, ils savent industrialiser, quoi. Ils y vont. Mais en termes de créativité, on est sur quelque chose qui est un peu limité, on va dire. Et en Europe, on a cette force, moi j'en suis persuadé, cette capacité avec cette histoire et avec justement une créativité qui est hallucinante, quoi. Avec une culture et une créativité qui est une vraie force et qui est du coup assez compatible et assez complémentaire avec des facultés d'industrialisation qui sont aussi présentes en Europe. Donc s'il y a bien, je pense qu'en Europe, si on est capable, nous en Europe, de dire non, on ne veut pas de l'homogène. L'homogène, c'est intéressant, il faut de la cohérence de marque, de la cohérence fonctionnelle et autres. C'est des règles qui sont vraiment intéressantes, clairement, là-dessus, il n'y a pas photo. En revanche, il faut de la différenciation. Il faut que les représentations soient aussi différentes et qu'on travaille sur les contenus et qu'on leur apporte des formes, des couleurs, des typos, n'importe quoi, qui soit vraiment différent. Et qui soit à l'image de l'humanité, c'est-à-dire une humanité avec beaucoup de diversité, et de la vie en général. Et je pense qu'on est plus capable de faire ça en Europe, parce que justement, culturellement parlant, on a peut-être un peu plus d'expérience, et en termes de compétences, ça se ressent aussi beaucoup.
On risque d'avoir une fracture entre l'Amérique et l'Europe sur ce point de vue? Fracture en design, je pense que c'est le business qui compte toujours. Hein. Ça va être l'argent qui va encore l'emporter dans l'histoire. Mais bon, on verra bien. Et en tout cas, ça peut faire partie des combats qu'on a à mener, nous, mais à mener en apportant justement des solutions différentes et des visualisations, des représentations différentes de concepts complexes, parce que c'est ce qu'on fait comme boulot finalement. On fait des représentations visuelles, auditives ou autres, de concepts qui sont de plus en plus complexes. On l'a vu dans plein de conférences là. On voit le niveau de complexité avec des systèmes qui est croissant. Et nous, on doit essayer de donner du sens, de donner de la compréhension, de l'affordance en gros. Et c'est compliqué, quoi. C'est difficile. Et la perception de l'utilisateur derrière va être primordiale. Donc, tous les UX designers ont cette responsabilité-là de travailler sur cette perception et sur cette représentation visuelle qui, si elle est vraiment uniforme, à la fin... Alors, j'en parlais avec des designers d'Airbus qui me disaient « Oui, mais en même temps, ma grand-mère, elle peut utiliser un smartphone maintenant, donc c'est quand même pas mal. » C'est vrai. C'est vrai que si on standardise, il y a des gros avantages à le faire. Mais standardiser ne veut pas dire ne pas apporter de diversité aussi et de création au sein des choses. Et je le disais à la fin, ça passe dans notre travail au quotidien par travailler avec des artistes. Et c'est un vrai plaisir en plus. Et il n'y a que nous qui sommes capables de les contrôler, faut le dire à un moment donné. Non, je plaisante. Merci beaucoup. Merci.